Bonjour Monsieur José Rodrigues Santos. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Alors, journaliste, auteur, écrivain, professeur à l'Université de Lisbonne, vous avez un bagage bien rempli et aujourd'hui nous allons retracer ensemble votre parcours et parler bien sûr de votre nouveau roman Âme animale qui sort en ce 19 mai. Alors, vous êtes né au Mozambique, vous y avez passé quelques années et c'est là-bas que vous avez connu pour la première fois les dures réalités de la guerre. Quand on est jeune comme ça, c'est quelque chose qui reste gravé. J'imagine que vous avez encore des images en tête. Oui, en effet, mon père, il était médecin. Il a créé un service médical aérien pour amener de la santé aux petits villages. Alors, il atterrissait dans la jungle, vraiment. Et bon, j'ai vécu cette expérience, un petit, évidemment. C'était pendant la guerre coloniale. Mais c'était une guerre d'une certaine perspective un petit peu bizarre, car il avait des patients qui étaient des villagers, mais aussi des soldats portugais et aussi des soldats des mouvements de libération. Alors, puisqu'il était un médecin, il ne faisait aucune distinction entre les gens. Et j'ai vécu cette expérience j'avais peut-être 8 ans, c'est là que j'ai fini. J'ai raconté cette histoire dans un roman que j'ai écrit, qui s'appelle L'Ange Blanc ou Ange Branco. C'est pas traduit en français, mais on trouve en portugais, où j'ai essayé de reproduire cette époque-là au Mozambique. Donc vous avez grandi à travers cette expérience. Vous avez été aussi bercé pendant votre jeunesse par plusieurs voyages. Donc vous êtes reparti au Portugal, puis ensuite à Macao. Est-ce que toutes ces expériences, tous ces voyages vous ont appelé à devenir journaliste? Non, pas du tout. Ce sont des expériences de vie. Évidemment, quand on est petit, les choses passent et on accepte naturellement. Seulement après, quand on a des façons de comparer les choses, on se rend compte de ce qu'on a vécu. Mais la décision d'être journaliste, c'est une chose que j'ai pris plus tard. En effet, c'était le résultat au lycée, au Portugal déjà. J'ai fait un cours c'est pas un cours, un test psychotechnique. On le fait beaucoup au Portugal pour trouver quel est le talent des gens et tout ça. Alors j'ai fait un profil psychologique et des capacités professionnelles. Et alors ils ont dit, vous êtes un architecte. Oui. Et je dis, bon, ok, en effet, j'ai le talent pour le dessin, mais je dis, bon, mais il y a beaucoup de mathématiques. J'aime la mathématique, mais quand même, j'ai des mauvais professeurs et tout cela. Alors, il y a des options. Ils ont dit, bon, oui, on a fait votre profil et vous êtes un pilote d'avion de chasse. Ah oui, on est loin du journalisme là. Et aussi un journaliste. Alors, je dis, bon, les pilotes de chasse, l'avion de chasse, c'est compliqué parce qu'à 30 ans, c'est fini. Journaliste, pourquoi pas? Alors, c'est ainsi que j'ai pris la décision. Aucun rapport avec ma vie, en effet. Oui, c'est arrivé comme ça d'un coup dans votre vie. Quelles ont été vos premières expériences dans ce métier? Alors, je travaillais je suis allé à Macao. J'étais au lycée et on a demandé des stagiaires à la radio Macao, en chinois, en Montintoy. Alors, je suis allé à travailler parce que nous avions une rédaction portugaise et une rédaction chinoise. Et c'était pendant la grande crise des réfugiés vietnamiens, the boat people, qui fuyaient du Vietnam, puis ils allaient vers Macao et Hong Kong. Et alors, ma première histoire, c'était un boat people, un réfugié du Vietnam, qui est arrivé par taxi. Alors, il s'est présenté à la police. Alors, le titre, c'était « Il est arrivé par taxi », parce qu'il s'est présenté à la police en taxi. Évidemment, il est venu en bateau et il a pris un taxi pour demander la protection. Et bon, c'était mon premier histoire. C'était une vraie première expérience. Et ensuite, au Portugal, débute une deuxième expérience en tant que présentateur du journal télévisé. Comment s'est passée cette aventure-là, RTP?
Oui, bon, il y a toute une histoire. Après Macao, j'ai fini le lycée, je travaillais à la radio. J'ai pris beaucoup d'expérience à la radio. Et puis, je suis allé à Lisbonne pour faire mon cours de journalisme, justement. Et puis, je suis allé à la BBC à Londres. J'ai travaillé à la BBC pendant 3 années. Et là, la télévision portugaise avait besoin d'un correspondant. Et quelqu'un m'a demandé si je pouvais faire des histoires. Alors, j'ai commencé à travailler en tant que correspondant à Londres. Et puis, je suis allé à Lisbonne et j'ai commencé à travailler en tant que reporter. Mais on m'a demandé, bon, il y a un journal, tu viens de la BBC, alors il a tout un prestige. Tu veux faire le journal de fin de journée. Il s'appelait 24 horas, 24 heures. Alors oui, j'ai commencé à faire ça. Et 3 mois après le début, c'est la guerre du Golfe qui s'est déclenchée. Et j'étais en direct dans le journal et je faisais les traductions d'anglais pour le portugais et on montrait les images. C'était la première fois qu'on a vu une guerre en direct. C'était la guerre du Golfe 1991. Et aujourd'hui, la couverture de la guerre en Ukraine, c'était une conséquence de ce qui s'est passé en 1991. Et alors, je suis devenu très populaire au Portugal parce que, avec mon anglais et tout ça, ça m'a aidé beaucoup. Et c'est ainsi que j'ai commencé à faire le journalisme télévisé. Et qu'est-ce que ça fait d'accompagner de nombreux justement citoyens depuis plus de 25 ans maintenant? Pardon? Vous accompagnez les citoyens portugais grâce à la non, télévision depuis plus de 25 ans déjà? 31. 31, donc 31, voilà, on est loin des 25 déjà. En effet, l'autre jour, je suis allé avec mon éditeur pour déjeuner avec un grand présentateur français, Patrick Poivre d'Arvor. Oui. Et il m'a dit, bon, j'ai le record européen, j'ai été présentateur pendant 29 ans. Je dirais, Patrick, écoute, je t'ai battu, hein, déjà. Oui, c'est 31. Est-ce que justement, vous continuez encore quelques années? On peut vous attendre encore à la On ne sait jamais, la vie, c'est impossible de prévoir, mais oui, je n'ai pas des idées de changer. J'arrive à concilier les deux métiers, le métier de journaliste et le métier de romancier. Et en effet, ils se entraident, parce qu'à cause de mes recherches en tant que romancier, je deviens plus fort en tant que journaliste. Et mon travail de journaliste m'aide aussi à écrire les bouquins parce que j'ai accès à des sources et tout cela. C'est un bon contrepoids. Alors il y a une entraide entre les deux métiers. Et bon, je pense que je vais continuer. Et comme vous le disiez juste avant, vous êtes parti en Ukraine il n'y a pas longtemps. Est-ce que ce métier de reporter qui vous anime depuis quelques années déjà, vous avez continué justement à l'exercer? Est-ce que vous avez continué à couvrir justement plusieurs conflits comme vous l'avez déjà fait, par exemple au Libye, au Liban, ou encore dans bien d'autres pays encore conflits? Oui, bon, heureusement, il n'y a pas beaucoup de conflits récemment, sauf évidemment celui-ci en Ukraine. Mais oui, si la télé me demande d'y aller, j'y vais. Vous n'avez pas peur de cette expérience? Si, on a toujours peur. Seulement quelqu'un qui est inconscient ou quelqu'un qui ment n'a pas peur. Mais bon, c'est notre métier et voilà. Mais évidemment, aujourd'hui, pour moi, c'est un petit peu plus difficile de faire ces reportages car ma famille, mes filles, elles ont grandi. Alors, quand elles étaient petites, elles ne comprenaient rien. Alors, mais maintenant, j'étais en Ukraine, elles paniquaient. Oui, j'imagine. Elles demandaient tous les jours, il faut que tu sois dehors, Ukraine, qu'est-ce que tu fais là? Et c'est la pression psychologique est plus forte. Quelle a été l'expérience, justement, le reportage qui vous a le plus marqué? Est-ce que vous avez un souvenir particulier? Bon, c'est peut-être le Timor oriental. C'était une situation très, très compliquée. C'était une guerre aussi. Mais le problème, c'est que là, au Timor oriental, les Portugais étaient les ennemis de l'Indonésie. Et alors, et tout le monde me connaissait à cause de RTP International. Et alors, à cause de ça, j'étais un petit peu sensible. C'était compliqué, cette expérience. Et sur le terrain, vous êtes seul, vous êtes accompagné généralement pour le reportage? Oui, vous n'êtes pas seul.
Non, 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 il est le cameraman, alors nous sommes deux en général à faire le reportage. Et donc, dans les années 2000, vous avez sorti une thèse qui s'appelle War Chronicles, en 3 volumes. Est-ce que cette thèse, justement, retrace tous vos reportages, toutes vos expériences? Non, non, pas du tout. Non, j'ai fait une histoire des reporters de guerre portugais, reportage de guerre portugaise, dès la Première Guerre mondiale jusqu'au Golfe, justement, et en Bosnie, en effet. Non, ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire de reportage de guerre au Portugal. Donc, votre objectif, c'est de témoigner encore plus, d'être à la recherche de cette vérité, en quelque sorte? Non, en tant que journaliste, non. C'est essayer évidemment, d'amener des infos aux gens et comprendre le monde et expliquer le monde aussi. C'est ça. Et au fil des années, vous avez remporté plusieurs prix, donc notamment en journalisme. Mais si on s'éloigne un peu de cet univers-là, et si on se rapproche un peu plus de votre expérience en tant que romancier, est-ce que pour vous, l'objectif justement d'une carrière, c'est de pouvoir s'adapter à plusieurs métiers, notamment en tant que journaliste, et de savoir allier les deux, comme vous l'avez dit juste avant? Je n'ai pas un objectif soi-disant. Vous savez, la vie, c'est un jeu d'opportunités. C'est comme une route, on arrive une route, et quelquefois il y a des bifurcations, il faut choisir un chemin, il y a des opportunités qui arrivent, et on les prend, on ne les prend pas. Alors, je n'ai jamais dit, mon objectif c'est faire ceci, non. Les circonstances arrivent, parce que la vie, elle a beaucoup d'imprévisibles. Et c'est ça, si on a un objectif, ce qui va se passer, c'est probablement on sera déçu. Mais si on suit le chemin et on est ouvert pour ce qui va se passer, c'est ça c'est mon approche à la vie. Alors, j'ai jamais eu des objectifs dans ce sens. Ce que j'ai fait, c'est suivre le chemin et prendre les opportunités, comprendre les opportunités et faire les choses. Et bon, c'est bien passé. Sont très bien passés d'ailleurs, puisque vos 2 premiers romans ont très bien fonctionné. Comment expliquez-vous ce succès-là, notamment pour les romans qui suivent, qui sont devenus des best-sellers pour la plupart? Quelle est la clé du succès, entre guillemets? Bon, je dirais qu'au Portugal, la culture littéraire portugaise était fortement influencée par le nouveau roman français. Et alors, les gens, les écrivains, ils écrivaient d'une façon, et beaucoup encore le fait, pas tous évidemment, racontent des histoires. Souvent, il ne raconte pas des histoires, il fait des exercices stylistiques. Et pour le lecteur, ce n'est pas intéressant. Alors, ce que j'ai amené, c'est une approche littéraire plutôt anglo-saxonique, que c'est vraiment ma formation. Et alors, ce sont des romans où je raconte des histoires en utilisant un style très clair. J'essaie d'être intéressant. C'est pas prétentieux, et je pense que pour les lecteurs c'est beaucoup plus intéressant, parce que ce sont des livres qui parlent sur les choses qui les intéressent, d'une façon qui les intéresse, avec un langage accessible. Et je pense que c'est là Et où trouvez-vous cette inspiration, justement, pour raconter toutes ces histoires-là? La réalité autour de nous. Il y a un tas de mystères dans la vie, que c'est pas si difficile. Écoutez, l'histoire, par exemple, il y a... vous savez, une fois, un Anglais m'a dit, j'ai étudié un petit peu l'histoire du Portugal et je suis étonné par... c'est une histoire extraordinaire, parce que vous étiez partout dans le monde, vous avez fait des choses étonnantes, mais vous ne savez pas raconter ces histoires. Et alors, il n'avait pas presque des romans de la guerre coloniale, c'est incroyable. Il y a quelques-uns, mais en général sont très idéologiquement orientés. Il n'y avait pas un roman. Nous avions l'homme le plus riche du monde qui habitait au Portugal, Gulbenkian. Il n'y avait pas un roman sur lui. Et c'est un personnage vraiment littéraire, Gulbenkian. Alors j'ai raconté dans un bouquin qui s'appelle L'homme de Constantinople. Elle avait l'histoire, par exemple, des Portugais qui étaient dans la Grande Guerre, ici en France, devant l'île, le CEP, le contingent expéditionnaire portugais. Et
j'ai raconté cette histoire, avec une histoire d'amour et tout cela. Alors, il y a toujours des choses à faire. Codex, c'est l'histoire des découvertes portugaises. C'est un sujet qu'il y a beaucoup de livres, des essais, des historiens, tout cela, mais les écrivains, du point de vue littéraire, c'est presque nul, il n'y a rien. Alors, et évidemment, le grand public, il ne lit pas les travaux des historiens, ils veulent lire les romans. Alors, on peut raconter ces histoires, mais d'une façon romanesque. Et c'est ce que j'ai fait. Comme vous faites, exact. Et bon, et je pense que ça, c'est très important pour les gens avoir accédé d'une façon accessible à des choses, l'histoire évidemment, les épisodes de l'histoire, mais aussi la science, la philosophie, tout cela, avec des histoires simples qui sont intéressantes, j'espère. Justement, vous traitez plusieurs sujets, plusieurs thématiques. Est-ce que vous avez un sujet de prédilection? Non, je dirais qu'il y a beaucoup de mes romans sont beaucoup philosophiques, mais d'une façon très déguisée. Et ils racontent une histoire d'une façon avec des suspens et tout ça, tous les ingrédients qui sont intéressants, qui ajoutent à raconter bien l'histoire. Mais j'essaie toujours de donner un message, faire un message là. Et c'est ça. Et alors, je pense que les gens aiment ce genre de roman. Une fois, quand j'ai commencé, pas aujourd'hui, il y a des autres auteurs, ça marche mieux, mais quand j'ai commencé, j'ai reçu un email d'un lecteur qui m'a dit, quand on lit la presse, on voit la télé, on dit, nous avons des écrivains extraordinaires. Mais on va à la plage, et tout le monde, il lit un auteur, soit espagnol, soit anglais, soit allemand, mais pourquoi est-ce que personne ne lit les auteurs portugais? Et la réponse est évidemment, ils sont illisibles. On lit et on ne comprend pas. C'était le problème qui existait à cette époque. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Mais c'était cette approche que j'ai essayé de faire, de rendre la littérature portugaise plus proche des gens, d'une façon telle qu'il comprend ce qu'il lit et il comprend la rélevance des sujets des bouquins. Et d'ailleurs, c'est également une réussite ici en France. Votre travail d'écriture a réussi à se répandre avec notamment la Formule de Dieu avec près de 500 000 exemplaires. Est-ce que vous attendiez à ce succès ici en France grâce à votre travail d'écriture? La France était un cas bizarre car les éditeurs français ne publiaient pas mes bouquins. Alors j'étais traduit partout en Europe. Et je dirais que le français était la dernière grande langue européenne où j'étais traduit. Alors, je me posais la question, mais pourquoi est-ce que les éditeurs ne sont pas intéressés? Parce que les chiffres étaient extraordinaires. Oui, bien sûr. Mais finalement, non. Et HC Éditions, ils ont fait le pari et ça a bien marché. Un joli pari. Oui, exactement. Puisqu'en plus, aujourd'hui, vous sortez le livre, votre roman Âme animale, qui parle de l'avancée de la science. Quel est votre objectif, encore une fois, à travers le message que vous délivrez ici? Alors, Âme animale, il nous raconte évidemment. Dans mes bouquins, il y a toujours un rapport entre la fiction, l'histoire que je raconte, c'est ça, c'est de mon imagination, et puis le sujet. Et le sujet, c'est pas de mon imagination, c'est un sujet réel. Et je fais une recherche pour intégrer cette recherche, cette information dans la fiction. Et alors, il y a ici une histoire de fiction, évidemment. Il y a un biologiste belge, on le trouve mort au Cénario, l'aquarium de Lisbonne. Et on comprend que probablement il a été tué. Et on soupçonne la femme de notre héros. Elle était la collaboratrice de Noé van den Bosch, le biologiste belge. Et il y a des preuves contre elle. Et notre héros, Tomás Noronha, il doit prouver l'innocence de sa femme. Mais pour prouver l'innocence de sa femme, il faut qu'il comprenne pourquoi est-ce que le biologiste belge a été tué. Ça, c'est l'histoire de fiction. Et cette quête va l'amener au sujet de la cognition animale. Car le biologiste, il étudiait la cognition animale. Tout à fait. Voir
la conscience, l'intelligence, la sensibilité, tout ça. Et là, j'amène le lecteur, pas pour la fiction, mais pour la non-fiction, pour les sujets qui sont, en effet, avérés. Et alors, je développe dans le roman, j'explique les grandes recherches, les grandes découvertes qui ont fait aujourd'hui au sujet des animaux, comme ils sont intelligents, tout ça. Parce qu'on avait cette idée que les animaux, nous sommes l'animal rationnel et les autres sont les bêtes, les animaux irrationnels. Et finalement, on est en train de découvrir que ce n'est pas ainsi. Les animaux, ils sont intelligents, ils sont capables de choses comme l'amour, de l'aine, évidemment, du côté émotionnel, mais aussi ils sont capables de compréhension des choses, des exercices d'arithmétique. Ils ont même des langages avec la grammaire. Alors il y a un tas de découvertes qui sont vraiment étonnantes. Il y a un vrai travail. Ils fabriquent des outils. Ils utilisent des outils comme nous. Et finalement, Charles Darwin, on trouve qu'il avait raison. Il a dit un jour, la différence entre les hommes et les autres animaux, ce n'est pas une différence de catégorie, c'est une différence de degré. Ça veut dire, vous êtes capable de comprendre les choses, mais ils aussi, sauf qu'en degré différent. La plupart des choses avec moins de capacité, mais quelque chose, ils ont une capacité plus forte. Par exemple, orientation. Un pigeon, il sera capable d'orientation, son intelligence d'orientation est beaucoup plus développée que la nôtre. Mais par exemple, ils ont découvert que pour s'orienter pendant la nuit, c'est que vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les étoiles, les constellations, pour s'orienter. Et on retrouve toutes ces informations-là oui, dans votre livre, justement. Oui, exactement. Alors, c'était l'exercice d'expliquer ces découvertes qui sont, je pense, fort intéressantes, surtout pour les gens qui ont des animaux de compagnie. Tout à fait, exactement. Et donc aujourd'hui, vous cumulez plus de 3 millions de livres vendus. Est-ce qu'on peut s'attendre à un futur ouvrage? Non, bien sûr. Je suis en train de travailler dans d'autres bouquins qui sortiront, j'espère, bientôt. Vous avez déjà le sujet en tête. Tout est préparé. Oui, ils sont déjà écrits. Très bien. Et après tant d'aventures, pour bien sûr conclure, qu'est-ce que vous retenez de votre carrière finalement? Quel est votre ressenti après toutes ces expériences-là? Non, comme j'ai dit, je ne fais pas les choses par des objectifs, je suis mochement. Mais vraiment, je suis un divulgateur des choses, en tant que journaliste, évidemment, des infos. Et en tant que romancier, j'explique les grandes découvertes dans la science, l'histoire. Je peux toucher des sujets comme la politique, l'économie, n'importe quoi. Et je dirais que le bilan, c'est là. Je raconte des histoires, j'essaie de dire des choses vraies pour que les gens soient mieux renseignés sur elles-mêmes, sur la vie, sur le pays, sur le monde, sur l'univers, tous les sujets que fait partie de la connaissance. Quel est le message que vous souhaitez faire passer à tous ceux qui veulent devenir romanciers ou journalistes comme vous? Bon, je dirais, un journaliste, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, évidemment, un écrivain aussi. Alors, je dirais que ce qu'il faut faire, c'est premièrement lire beaucoup, soit des journaux, soit des romans. Ça dépend de ce qu'on veut être, soit journaliste ou écrivain. Et alors, lire et voir beaucoup, et aussi commencer à écrire beaucoup avant d'écrire professionnellement. Et c'est bon, par exemple, de démarrer, si on veut être romancier, démarrer comme journaliste. Parce qu'un journaliste, il produit beaucoup de textes chaque jour. Et il faut que écrire soit une chose naturelle chez nous. Souvent, j'entends des écrivains qui disent « Oh, écrire, c'est dur, c'est douloureux, c'est difficile ». Pour moi, non, c'est pas du tout. C'est facile parce que, puisque j'écris professionnellement dès mes 16 ans, pour moi, écrire, c'est comme respirer. C'est un plaisir. Exactement, et un plaisir en plus. Je dirais même, comme Dupont, je dirais même plus, si on n'a pas le plaisir d'écrire, à écrire,
le lecteur, il n'aura pas le plaisir à lire. Parce que le lecteur, il comprend l'enthousiasme de l'auteur, ou pas. S'il n'a pas c'est tout le texte est difficile et compliqué et douloureux, ça sera douloureux pour le lecteur de lire aussi. Alors le plaisir, évidemment, c'est très important. Sinon, les choses ne marcheront jamais. Alors il faut avoir le plaisir d'écrire pour délivrer au lecteur le plaisir de lire. Pour transmettre, justement. Merci beaucoup, Merci José Rodrigo Santos, d'avoir répondu à toutes mes questions.